Bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale. Nous sommes aujourd'hui à Ungersheim, à l'écomusée d'Alsace. Un musée en plein air qui représente un village alsacien du début du XXe siècle. Je pense que c'est l'endroit idéal pour vous parler du costume traditionnel de la région. Herzlich willkommen in Frogt Großmüater. Ah, l'Alsace. Son terroir, ses traditions, ses tartes flambées, ses vins, ses bières et ses femmes avec un énorme nœud sur la tête. C'est justement de ça qu'on va parler aujourd'hui et surtout, on va casser du cliché. Vous savez que j'adore faire ça. Peu importe d'où vous venez, vous avez sûrement déjà vu le costume féminin traditionnel alsacien. Même si c'est juste sur les paquets d'une célèbre marque de levure chimique et autres aides pâtissières, des bouteilles de bière ou de bretzel apéritifs, sa forme ne vous est pas inconnue. Si on vous dit une alsacienne, vous allez directement imaginer le combo nœud noir, chemise blanche, jupe rouge. Mais d'où ça vient et quelle est la part d'histoire dans tout ce folklore? Au XIXe siècle, on voit apparaître une grande diversité de costumes alsaciens. Parce que oui, il n'en existe pas un seul, mais des dizaines en réalité. Beaucoup, comme le nombre de lettres dans Niederschaffolsheim par exemple. Et comme si c'était pas déjà assez, le costume varie également selon le lieu, l'âge, le statut marital, le niveau de richesse et la religion. La tenue féminine est généralement assez complexe, composée de beaucoup d'éléments et comme j'ai déjà dit avant, très codifiée. Une jupe de couleur, un tablier noir, une chemise blanche et une coiffe? Ah, que tu crois? Non, c'est bien plus compliqué que ça. Une chemise, des bas, un jupon, des chaussures, une robe à corselet ou un combo corselet et jupe, une collerette, un plastron, un tablier, un châle et enfin une coiffe. Certains éléments sont communs à tous les costumes, mais d'autres varient fortement, notamment les robes, les tabliers et les coiffes. La couleur et la longueur de la robe dépendent de la religion. Chez les protestants, elle arrive à mi-mollet, tandis que celle des catholiques est plus longue. Pour ce qui est de la couleur, les protestants portent du vert, violet, rouge, brun ou bleu. Le choix de la couleur se fait selon le calendrier liturgique. Je vous avais dit que c'était très codifié. Les jeunes filles catholiques portent du rouge garance et les femmes âgées des teintes plus foncées. Vous aurez remarqué que le point commun des deux religions est la robe à jupe rouge. Ça peut expliquer qu'elle fasse partie du cliché. Le tablier, au départ, il était blanc, mais au 19e siècle, on aime bien faire évoluer les choses, et puis tant qu'à faire, autant que ce soit coquet. Alors il pouvait être décoré de broderies, rayé, coloré, plissé, ça dépend de ce qui se faisait dans le village et du niveau social de la personne qui le porte. Dans la collection décorative de tous les styles possibles et imaginables, on a aussi le plastron, aussi appelé devantier. C'est une pièce décorative insérée derrière les lacets du corselet. On peut en voir ici une superbe collection avec diverses broderies, perles et sequins. Pour finir, il est temps d'aborder la pièce maîtresse du costume et certainement la plus iconique, il est temps de parler de la coiffe. Le célèbre grand nœud noir, il n'a pas toujours été là, et vous en doutez bien qu'il n'est pas systématique non plus. Ça dépend des zones géographiques. La coiffe à grand nœud est portée dans le Kochersberg, le pays de Hanau et au sud de Strasbourg. Aux origines, et là on parle grossièrement du Moyen-Âge, les Alsaciennes portaient des fichus ou des voiles, mais ils ont été remplacés avec le temps par des coiffes au début du XVIIIe siècle. La coiffe alsacienne à nœud est composée d'un bonnet et d'un ruban de soie noué et plié. C'est tout un art. En 1900, les plus grands nœuds pouvaient atteindre jusqu'à 1 mètre d'envergure. Vu qu'on peut pas trop les rater si on les croise dans la rue, autant les avoir bien volumineux. Sauf que le nœud, il n'est pas toujours noir. Ça va dépendre de plusieurs choses. Surtout de l'appartenance religieuse et aussi de la situation maritale. Donc qui porte le nœud noir? Les jeunes filles protestantes, les femmes mariées et les veuves. Quant aux jeunes filles catholiques de Geispolsheim, oui, la localisation est très précise. La précision, c'est important, weich. Les jeunes filles catholiques de Geispolsheim, donc, porteront plutôt des nœuds rouges, des soies rebrodées de fleurs ou même des motifs à carreaux. Motifs à carreaux, oui, mais à ne pas confondre avec le kelch. Le quoi? Pour faire simple, on va dire que c'est une sorte de tartan alsacien. Si vous connaissez mon amour de l'Écosse et par respect pour mon Alsace natale, cette expression me pique un peu à mes oreilles. Enfin, pour les gens, dès que c'est à carreaux, c'est un motif écossais. Le kelch est un tissu traditionnel alsacien épais, beaucoup utilisé pour du linge de lit, mais pas pour faire des coiffes, qu'on s'entende bien là-dessus. Il existe cependant un costume traditionnel confectionné en kelch, dont le musée possède une reproduction que vous pouvez voir ici. Voilà pour la petite parenthèse. Revenant à la coiffe à nœud noir. Elle est aussi portée par les femmes mariées catholiques.
Encore une fois, on remarquera que le nœud noir est le point commun des deux religions et même s'il n'est pas porté dans toute l'Alsace, il n'en est pas moins emblématique. Alors allez, hop la guys, on prend ça et on l'ajoute à la représentation classique de l'Alsacienne en costume. N'empêche que c'est quand même fou tout ce qu'il était possible de savoir sur une personne, rien qu'en regardant sa tenue. L'endroit d'où elle vient, sa religion, si elle est mariée ou non, si elle est fortunée ou non, hein. Très pratique pour savoir si c'est un bon plan de l'épouser ou pas, hein. Jugé au premier regard. Et parfois, ça va loin. Certaines femmes protestantes et célibataires de la région du Kochersberg avaient leur tablier retenu par une cordelette en soie noire. Cette cordelette se terminait par un gros gland comportant des nœuds. Le nombre de nœuds indiquait le nombre de terres incluses dans sa dot ou le nombre d'animaux de son cheptel. Les prétendants avaient donc toutes les informations nécessaires pour choisir leur future épouse. Bon, j'espère quand même que par-delà le capital, l'amour c'était important aussi, hein. Mais bon, après tout, à la campagne, une fois mariés, on avait toute la vie pour apprendre à s'aimer. Les costumes traditionnels ont commencé à disparaître au début du XXe siècle avec l'industrialisation et l'urbanisation des populations. Puis il y a la mode aussi. La mode française du début du XXe siècle s'est diffusée dans les grandes villes alsaciennes et certaines femmes n'hésitaient pas à mélanger les styles. Ceci dit, les costumes traditionnels au sens strict du terme étaient encore portés début 1900 dans les régions les moins industrialisées de l'Alsace, comme le Kochersberg. Pour rappel, c'est là où on portait le grand nœud. Et pour bien le situer, c'est une zone qui se trouve au nord-ouest de Strasbourg. La fin des 2 guerres mondiales ont créé une sorte de regain de popularité du costume alsacien. Les habitants n'hésitaient pas à sortir sur leur 31 pour célébrer la victoire et affirmer leur patriotisme avec des costumes confectionnés à partir de chutes et divers tissus réemployés. Forcément, après la guerre, les moyens manquaient et on faisait avec ce qu'on avait sous la main. Également, les femmes avaient perdu les connaissances et savoirs concernant le costume alsacien, ce qui explique que les costumes de cette époque ne suivaient pas forcément les règles que j'ai pu vous montrer jusqu'ici. Le costume dit Libération est un costume standardisé, jupe rouge, nœud noir. J'ai d'ailleurs dans ma collection personnelle une coiffe pour enfants ayant été portée en 1945 dans la région de Colmar. Elle est bricolée avec du fil de fer au lieu d'être pliée dans les règles de l'art et elle est d'ailleurs agrémentée d'une petite cocarde tricolore. On retrouve déjà ce détail à la fin de la Première Guerre mondiale et aussi en 1945 à la fin de la Seconde Guerre. C'était pour celles qui le portaient le symbole de leur attachement à la France. Aujourd'hui, le costume alsacien n'est plus du tout porté au quotidien, mais il reste un symbole fort de l'identité régionale. On peut voir des mariages en tenue traditionnelle, mais aussi des créateurs alsaciens qui revisitent cette tradition paysanne en version moderne, pour le meilleur comme pour le pire, hein. Je vous laisse seul juge, la mode quoi. Dans la culture populaire, outre les bretzels, les bières et divers produits de consommation régionaux, quand on dit costume alsacien, il nous vient souvent en tête les dessins de l'oncle Hansi, qui a immortalisé ce costume durant la première moitié du XXe siècle. Ces œuvres sont connues dans le monde entier et ont contribué à la popularisation de toute l'imagerie paysanne alsacienne à laquelle on peut être confronté aujourd'hui. Il est temps que je vous parle un peu de l'écomusée d'Alsace. Situé à Ungersheim dans le Haut-Rhin, c'est le plus grand musée vivant à ciel ouvert de France. Objets, vêtements, mais également bâtiments authentiques, tout est présenté comme un village alsacien du début du XXe siècle. Fun fact, le village n'a pas toujours été là, car en effet le propre des maisons alsaciennes, c'est d'être démontables et remontables. Les maisons présentées ici ont été déplacées par les équipes du musée pour être sauvegardées et proviennent de toute l'Alsace. Il y a des artisans qui travaillent sur place et de nombreuses animations et événements sont proposés tout au long de l'année. Comme j'ai grandi dans un village tout près d'ici, j'ai de nombreux souvenirs d'enfance dans ce musée et c'était un classique des sorties scolaires en primaire. Le redécouvrir pour faire cette vidéo a été un très grand plaisir. Vous trouverez toutes les infos sur leur site internet dont je vous mets le lien en description. Je tiens encore une fois à les remercier pour m'avoir permis de tourner chez eux ainsi que pour l'aide que l'équipe m'a apportée pour l'écriture de cet épisode. Un grand merci également à mon équipe technique, Julien à la vidéo comme toujours, Alain au drone et Jofia pour son aide sur le plateau. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous encourage à la partager, à la liker et à vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucun des prochains épisodes de Demande à ta grand-mère. Peace Paul, faire Snaya vidéo.